Bonjour et bienvenue la famille, vous êtes à votre matinale Matin Bonheur qui démarre maintenant. Voilà, toute l'équipe s'est attelée à vous trouver tout ce qu'il vous faut afin de parfaire votre réveil et par ricochet votre journée. La présentation, c'est l'affaire de Nessine Brie que je suis et de ce gentleman-là, toujours tiré à quatre épingles. Oh lolo, merci, Marco, c'est gentil. bonjour. Vous allez me faire fondre à Nessie. En tout cas, merci. Vous êtes tout aussi ravissante. Merci. Mesdames et messieurs, j'espère que le ravissement sera partagé tout au long de cette deuxième journée de ces matinales en direct et en inédit. C'est sur RTI1 tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 5h55 à 7h30 avec aujourd'hui le sommaire. Notre ami Noël, passionné donc de technologie, sera avec nous, mais au niveau de la thématique, bien sûr. Aujourd'hui, on parlera de la gestion des gardes pénitentiaires. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe dans nos prisons? Comment sont gérées nos prisons? Où trouvent-ils les gestionnaires des prisons? Où trouvent-ils les financements pour gérer tout ce qui se passe dans les prisons? On aura de plus amples informations avec notre invité de ce jour. Et vous savez que chaque fois qu'il y a un invité à Matin Bonheur, c'est un invité vraiment bien choisi afin de donner le maximum de bonnes informations. Allez, rendez-vous est pris pour 7 heures. Ce sera au niveau de la thématique. Mais ça, c'est une autre affaire. Pour commencer, vous le savez, pour ouvrir les vannes de cette émission, c'est toujours la titrologie. Et Fatim Djedje, depuis lundi, un nouveau style qui lui va très très bien, mi-américain, mi-antillais. En tout cas, on aime bien. Fatim Djedje, c'est la titrologie, c'est parti. Bonjour Nessie, bonjour Marcelin, merci. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette valse des titres. Et c'est Faternité Matin qui ouvre le bal. Avec les mots du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui parle donc du plan d'action prioritaire 2018. Il nous faut intensifier la lutte contre la pauvreté. On retrouve aussi les mots de l'ex-chef de l'État, Henri Konan Bédié, qui s'adresse aux militants du PDCI RDA et leur dit qu'il faut prendre les dispositions pour obtenir les résultats attendus. On va poursuivre avec une autre une qui va s'afficher à l'instant. C'est celle de l'intelligent d'Abidjan qui revient sur la prochaine élection 2018 au plateau pour la mairie. Et on a les propos de Fabrice Awignon qui dit donc au maire actuel l'heure de la retraite a sonné. Au sujet du mandat de la CUI actuelle, il n'est pas fini. Voici la vérité que nous donne l'intelligent d'Abidjan. Je reviendrai dessus dès le démarrage de la revue de presse. La une prochaine qui va apparaître sur vos écrans, c'est celle de l'hebdomadaire Éléphant déchaîné qui titre « Ministère des Affaires étrangères à Motanon et les allocations des diplomates, un avis de la Cour des comptes piétiné », nous dit la couverture de cette semaine. Donc, la prochaine une, c'est celle de l'Inter qui titre « Assemblée nationale, la vérité sur l'augmentation du salaire des députés ». Le président Ouattara informé, un élu livre donc ses confidences. Et au sujet de l'impôt et des taxes, un expert fiscal nous apprend que les effets de l'annexe fiscale 2018 sont dévastateurs. Et on finit certainement avec Soir Info qui s'intéresse à la situation sécuritaire et nous dit que les forces de défense et sécurité en alerte. La ville d'Issa a été bouclée hier et des arrestations se poursuivent à l'ouest. Et on apprend un drame qui s'est passé donc dans un maquis à Tekoubé, plusieurs morts, dont 4 filles et le DJ de la soirée. Allez, je pense que c'est tout pour les unes du jour. Je vais vérifier avec vous. Il y a Allo Police, votre hebdomadaire des faits divers. Alors, avec une histoire insolite dont je vous parlerai lors de la revue presse, il quitte le FPI pour le RDR. Sa belle famille lui arrache sa femme pour la donner à un autre. Et je pense que vous allez sourire lors de la revue de presse. On en reparle. C'est ça aussi le côté croustillant de cette revue de presse avec Fatim Djedje. Voilà, c'était en direct, sans fiche
sans prompteur. Franchement, chapeau à Fatim. Alors, aujourd'hui, tout au long de ce rendez-vous, on aura des reportages, on aura des informations à vous donner comme ça. Restez scotchés parce que Matin Bonheur, c'est le rendez-vous de l'information. Nous sommes aujourd'hui le 16 janvier 2018. Oui, mais sachez que dans le monde entier, il y a beaucoup d'événements. Mais en Afrique, par contre, au niveau politique, on se rappelle encore de ce 16 janvier 2001, du décès de cet homme-là que vous voyez maintenant à l'écran. Il s'appelle Laurent Désiré Kabila, donc le tombeur de Mobutu Sese Kuku Wazabanga. C'était donc en 2001 qu'il a été donc abattu par un des membres de sa garde, rapproché depuis. Beaucoup de soucis donc dans ce pays d'Afrique que nous aimons beaucoup. En ce moment, le fils est au pouvoir. Il y a beaucoup de tumultes. On espère que tout cela va s'arranger. N'est-ce la suite de cette émission? Et justement, parlant d'arrangement, c'est le moment pour vous de vous bouger un tout petit peu pour arranger votre silhouette. C'est la gym. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Alors aujourd'hui, on va changer de partie du corps. On va se concentrer un peu plus sur le haut du corps, donc sur les bras et sur les abdos. Donc on va être au sol, on va rester au sol. Si vous avez un tapis, installez un tapis ou une serviette au sol ou une moquette propre, il n'y a aucun problème. Donc on va commencer par des petits échauffements pour nos épaules. Vous pouvez rester à genoux, soit sur les orteils, soit sur les chevilles. On va mettre les mains au niveau des épaules. On va faire des petites rotations. Vers l'avant. Ensuite, on change, on va vers l'arrière. Excellent. On va lever les deux bras vers le plafond. On va tirer sur les doigts de la main droite. On va se pencher légèrement à gauche. Encore, on revient, on change. On prend le poignet gauche, on tire tout doucement. Et on revient, excellent. On va remuer les bras tranquillement. Et on va commencer ça. Alors, premier exercice, on va se placer comme si on voulait faire des pompes. On va s'assurer d'avoir les mains juste en dessous des épaules, les genoux légèrement en arrière des hanches. Et le mouvement va consister à descendre pour emmener les coudes à l'intérieur et remonter. D'accord? Vous pouvez descendre ici. Certains vont descendre un peu plus bas. Mais c'est super important de respecter votre niveau de force en fait pour pouvoir remonter parce que si vous descendez trop bas, vous allez rester au sol. Excellent. Alors si vous êtes prêts, on se place. Les épaules juste au-dessus des poignets. Les genoux légèrement en arrière des hanches. Et on y va. On descend. Et on pousse pour remonter. Encore. On descend tout doucement. Les coudes vers l'arrière. Et on remonte. Ce que vous devez sentir travailler, c'est l'arrière du bras. C'est parti. On descend. Et on revient. On fait notre maximum pour garder le bassin en haut. On refuse de laisser tomber le bassin. Si vous laissez tomber le bassin, vous risquez d'avoir mal dans le bas du dos. Encore. On inspire et on souffle en remontant. Inspire, souffle en remontant. Encore. Excellent. On va poser les jambes au sol. On va monter sur nos orteils. On garde la tête en bas. On tire sur nos bras. Et on revient en planche. Et on repart. Hop. On revient. On descend le bassin. On le garde à la hauteur des épaules. Et on remonte. On essaye de ne pas emmener le bassin en bas. Vous refusez de vous retrouver dans cette position. Toujours le bassin en haut. On pousse et on remonte. Encore. Excellent. On va aller sur le côté. On pose le genou. On va s'installer au sol. Le coude aligné avec la hanche. Une jambe fléchie. Une jambe tendue. On lève. On reste ici. Vous allez sentir les obliques forcés. Pour ceux qui peuvent, on essaye, on lève la jambe, on reste et on respire.
et on relâche. On repart. On va sur les orteils, on monte, on décolle les genoux et on revient en planche. Et on repart. Et on revient. Encore. On pousse. On retourne au sol. Cette fois, on part de l'autre côté. Le coude aligné avec la hanche. La jambe en arrière. Une jambe allongée. Et on lève. On essaye de ne pas garder le poids sur l'épaule. Pensez à pousser, comme si vous voulez éloigner le sol de vous. Et pour ceux qui sont capables, bien entendu, on lève une jambe et on respire. Excellent exercice pour les abdos, n'est-ce pas? Gainage dans le milieu, sur le côté. Et on relâche. Parfait. On va s'asseoir sur nos chevilles. On va garder la tête en bas. On va remonter tout doucement en faisant un dos rond. On va lever les bras vers le plafond. Vous allez descendre un bras en arrière. On va étirer les triceps. Et on relâche, on change de côté. Et on relâche. Excellent travail tout le monde. J'espère que vous avez réussi à le faire. N'hésitez surtout pas à partir revoir les vidéos pour vous familiariser avec les exercices. Alors nous, je pense que tout le monde a assez forcé et je vais vous souhaiter de passer une agréable journée et on se revoit dès demain matin. Merci beaucoup, coach Kadi. C'est toujours un plaisir de vous avoir en alternance, bien sûr, avec le coach Fabrice. C'est Matin Bonheur. Merci de nous faire confiance pour votre réveil. Il est 6h07 partout en Côte d'Ivoire. C'est Christelle Akoussa qui signe l'écriture technique de ce rendez-vous avec maintenant la clé de la Matino mobile que nous allons prendre allègrement et nous promener à travers les artères, l'asphalte, donc des infrastructures d'Abidjan. Regardez. Ça, le point route, Nessie, on commence par... Ouais, nous avons les clés, c'est sûr que ça va aller vite parce que là, nous sommes aux deux plateaux. Oui, voilà, sur le boulevard Latry. Et ça circule, hein, Marco, je vous l'ai dit. Depuis le début de cette semaine... Le gasoil, ouais. Les Ivoiriens sortent plus nombreux. Voilà, ça fait plaisir de savoir que vous prenez votre travail très, très à cœur. Voilà. Donc, on va partir pour une autre commune. Deuxième tronçon, nous sommes du côté sur le pont de Gaulle. Très, très belle vue pour faire une déclaration d'amour, surtout quand le soleil se couche et qu'on contemple la beauté d'Abidjan comme ça. Abidjan, ville-lumière. Abidjan, oui, ville-lumière, Abidjan propre, tout ça. Et ça fait plaisir. Donc, la circulation est très, très, très cool de ce côté-ci également. Les Ivoiriens se réveillent tôt. Ensuite, nous sommes à Treichville. Non. C'est ça? Non, non. Non. À côté, juste à côté. Là, je suis perdue, là. Juste à côté de Treichville. Non, Koumassi. Juste à côté. Voilà. Yes. Nous sommes à Koumassi. Mais voilà, ça circule. Tranquillement. C'est un peu calme quand même par rapport. Ouais. Parce que généralement, Koumassi est plus dense. Hein, plus dense. Oui, plus dense. Mais là, ça va tout doucement. Voilà. Donc, en attendant, vous avez votre matinale et la thématique, on le rappelle. Il y a une autre. Il y a une autre. Il y a un autre tronçon, c'est ça. Voilà. Ah. L'échangeur. L'échangeur. L'échangeur, échange, de grands échanges. Hein. Et là, ça se passe bien. Allez, bon. On n'oublie pas tout à l'heure que notre spécialiste de tout ce qui est connexion, technologie sera avec nous. C'est bien sûr Noël Kofi. Il nous parlera bien sûr d'objets connectés aujourd'hui. Et puis, on vous le rappelle, vers la fin de cette émission, on aura la thématique dans le Money Time, dernière 30 minutes de cette émission, avec un thème assez intéressant. Et effectivement, la gestion des établissements pénitentiaires en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est sûr qu'on ne sait jamais, beaucoup de personnes ont des parents, des proches là-bas. On ne sait pas forcément ce qui se passe là-bas. On a beaucoup d'informations qui ne sont pas forcément avérées. Donc on aura quelqu'un habilité à nous donner les informations qu'il faut. Donc restez connectés, hein, restez
connectés. Oui, Voilà. et puis surtout que les questions que les Ivoiriens se posent, hein, c'est comment s'organise le système carcéral, le ratio, est-ce qu'il y a assez de prisons, nombre de prisonniers, comment les prisonniers sont traités, notamment, beaucoup ignorent par exemple hein, qu'un prisonnier, qu'il soit a des droits, on doit prendre soin de lui parce que c'est une autre chance qu'on lui donne après sa sortie. Donc il faut le préparer, il y a le volet psychologique, il y a tout un tas de choses à prendre en compte pour la prise en charge psychologique, physique et psychosomatique, même pourquoi pas, d'un prisonnier. On en parlera avec notre invité qui nous vient tout droit de Boaké spécialement pour Matin Bonheur et c'est à saluer. Oui, et on poursuit avec un reportage, d'accord? On parle un peu de la voirie. C'est un véritable souci à Abidjan. On espère que tout cela va s'arranger. Et surtout de cette commune-là. De cette commune. Il y a toujours des problèmes de voirie, mais bon, voilà, c'est dû au fait parfois à la population, à la démographie galopante, ou parfois aussi, on ne le dira jamais assez, à l'incivisme. Mais bon, cela, on regarde tout simplement. Voici le carrefour de la pharmacie Saint-François de Koumassi il y a 7 mois. La saison pluvieuse avait rendu totalement impraticable cette voie, pourtant très empruntée par les automobilistes. Aujourd'hui, les choses semblent avoir évolué. La voie est redevenue praticable grâce aux travaux entrepris par la Géroute et la mairie. Les plus heureux, ce sont les usagers de cette voie qui n'auront plus à faire de longs détours. On n'arrive pas à passer ici. C'était l'embouteillage. Nous tous, on se dirige vers le marché là-bas, donc l'embouteillage, même bus même n'arrive pas à passer. Tout le monde se dirige vers là-bas, vers le marché. Donc ça crée un embouteillage. Mais maintenant, on laisse ça un peu diminuer. On arrive à passer ici un peu. Ça vaut 2 ans ou bien 3 ans comme ça. Voilà, c'était pas bon. Mais pour le moment, vraiment, c'est bon. On est content. Comme cette voie, les artères principales de la commune, qui étaient toutes impraticables, sont en chantier. Mais ce ne sont que des travaux provisoires, précise le maire de Koumassi. Ce qui se fait, c'est des travaux provisoires pour permettre à la population de circuler parce qu'il y a un moment où on ne pouvait plus passer du tout. Aujourd'hui, grâce aux travaux entrepris par le ministère des Infrastructures économiques, sous les instructions du Premier ministre et du Président, on peut circuler par l'endroit. Les travaux sont en cours et nous nous sentons vraiment soulagés. C'est vrai que par endroits, ça se fait la poussière, mais avec les responsables de la Géroute, on arrive à trouver le juste milieu pour que les travaux continuent de se faire et que la population ne puisse pas souffrir des nuisances de ces travaux-là. Bien évidemment, par moment, nous avons aussi des aides que nous sollicitons par ici, par là. Donc, de ce point de vue, nous avons pu obtenir un soutien du PRICI qui nous permet de recharger 2 rues et nous-mêmes aussi, par nos efforts personnels, nous avons entrepris de recharger une rue. En plus de la réhabilitation des voiries, les agents de la Géroute mènent aussi des travaux d'assainissement. Parce que le véritable problème de Koumassi à la base des inondations et de la dégradation des voiries est l'assainissement. Il y a un véritable problème d'assainissement. Et comme il n'y a pas un collecteur d'eau usée, toute la population s'est connectée sur le seul collecteur qui est un collecteur d'eau pluviale. Et ça a endommagé le réseau. C'est ce qui donnait le résultat que nous avons ici. C'est le cas du carrefour Baragui où malgré les travaux entrepris, les automobilistes peinent encore à circuler normalement. Ici, le problème est plus complexe. Ce qui est à la base de tout ça, c'est qu'ils ont supprimé beaucoup de conduites d'eau. Ils ont supprimé beaucoup. Donc, même s'ils vont faire comme quoi, ils vont beau faire, bon, je crois que ça ne sera pas la solution. Tant qu'ils n'ont pas trouvé la base, pas derrière, devant l'école là, il y a un coin là-bas qu'ils ont coupé le tuyau, enlevé pour pouvoir passer l'allée dessous d'ici. Bon, ça n'a pas été raccordé. Donc, ça fait, alors que tout le quartier est relié par ces trucs-là. Donc, tant qu'ils n'ont pas réglé ça, je ne crois pas que ça va marcher. C'est vraiment difficile parce que la route n'est pas en bon état. Bon, surtout ici, là, ça nous fatigue beaucoup. À quand donc la fin du calvaire des riverains et des automobilistes à Koumassi? Le maire l'a précisé, les travaux en cours sont des travaux provisoires pour soulager les populations, car selon lui, la mairie n'a pas les moyens de supporter le budget devant servir à la réhabilitation complète de la voirie et de l'assainissement dans la commune. Les regards des populations sont donc tournés vers l'État, seul capable d'apporter une solution pérenne aux difficultés de Koumassi.
Koumassi, toujours ce problème-là, on espère de tout cœur que les autorités compétentes trouveront des solutions afin que la population de Koumassi puisse circuler librement dans toute la commune. Surtout quand il pleut. Surtout quand il pleut. Parce que c'est un véritable... Mais on a vu dans le reportage qu'il faut saluer les efforts quand même des autorités, comme vous en parlez tout à l'heure. On sent qu'il y a un regain, il y a une prise en compte et une prise en charge. En tout cas, tant que cela dépend des autorités. Parce que parfois, ça dépend du maire, ça dépend du conseil général, ça dépend du district. Enfin, ce n'est pas évident tout ça. Mais bon courage à vous, messieurs de Koumassi. Il nous a rejoint, il s'appelle Noël Kofi. Et cette fois-ci, il nous emmène découvrir une ville, Las Vegas, où se trouvent des choses très, très intéressantes. Bien sûr, c'est la technologie. Consumer Electronic Show, c'est chaque année du côté de Las Vegas, aux États-Unis. Tous les fabricants d'objets connectés, de technologies se retrouvent à Las Vegas chaque année. Et ça dure depuis 51 ans maintenant. Imaginez, hein, c'est un véritable show, un véritable voyage. N'est-ce pas, Noël? Bonjour. Absolument. Bonjour, Marco. Bonjour, Messi. Bonjour. Aujourd'hui, donc, nous abordons le thème, le Consumer Electronic Show, le CES. Donc, c'est un salon international, c'est pratiquement le plus grand salon du monde, qui réunit tous les geeks, alors tous les constructeurs, également tous les passionnés, tous les journalistes, tous ceux qui sont liés à la technologie de près ou de loin. Et donc, ça se tient chaque année, en début d'année, en janvier, la plupart du temps. Cette année, c'est tenu du 9 au 12 janvier. Et on a fait donc de nombreuses découvertes, mais on va comprendre d'abord comment tout a commencé. C'est un rêve hein, d'aller là-bas. C'est passionnant. Ah bon, j'imagine. Bien sûr. Alors, le Consumer Electronic Show, en abrégé CES, est le plus important salon consacré à l'innovation technologique de l'électronique grand public. Donc, comme chaque début d'année, il se tient à Las Vegas, une ville incroyable, hein, considérée comme la capitale des jeux d'argent, de la fête et de l'extravagance sous toutes ses formes, donc avec tous les casinos et tout. Il n'est donc pas étonnant que le Consumer Electronic Show ait choisi cette ville pour l'organisation. Wow. Donc, le CES a ouvert ses portes cette année du 9 au 12 janvier, dévoilant son lot d'innovations et de surprises. Mais pour tout comprendre, on va retourner carrément dans le passé pour savoir comment tout a démarré. Donc là, c'est le CES hier. On va commencer donc avec le passé, le début du CES, pour comprendre précisément d'où il est sorti et comment il s'est développé. Donc le CES hier. Alors, il n'existait aux États-Unis pas de salon dédié aux professionnels de l'électronique grand public. Les fabricants présentaient simplement leurs produits lors du Chicago Music Show. C'était un salon qui était surtout dédié à la musique. Et c'est Jack Wayman, un spécialiste de la vente et créateur d'électronique, qui initie donc un concept, absolument, qui initie donc le Consumer Association. Donc, c'est une association de passionnés de technologie, de commerçants également. Et il lance donc le premier CES en 1967 à New York, avec 200 exposants et à peine 17 500 participants. Donc, ce n'était pas le grand succès, mais il réussit quand même à imposer le concept. À l'époque, donc, le CES a surtout attiré des constructeurs de téléviseurs, de magnétophones et radios portatives. Mais avec le temps, l'initiative prend, les grands constructeurs, les grandes marques s'investissent et on a donc tout un lot d'innovations qui ont carrément marqué notre siècle entier. Par exemple, en 1970, on a eu le premier magnétoscope. En 10 ans plus tard, autour de 81, on a eu le lecteur CD. C'est là-bas donc que ça a été présenté. La téléphonie également a fait un bond. Tout ce qui est vidéoscope, avec les consoles de jeux vidéo également en 1985. Et ainsi de suite. Il y a eu plusieurs innovations qui ont été présentées. C'est carrément là-bas qu'on présente tout ce qui est nouvelle technologie. Et il y a de si grandes innovations que c'est carrément dans 10 ou 20 ans que ces technologies vont être commercialisées. Donc toutes les grandes marques s'y sont annoncées. Le téléviseur HD a été présenté en 1998. Également, les technologies de conduite autonome ont été annoncées et présentées au salon. La robotique a fait un bond, tout ce qui est drone et vol, également la téléphonie avec des concepts qui ont été présentés. La robotique donc a également été annoncée et c'est également là-bas qu'a été présenté le lecteur DVD, Digital Versatile Disc, et également le lecteur Blu-ray. Donc c'est carrément un salon où tout ce qui est innovation, tout ce qui est technologie s'annonce. Donc là, on va voir les technologies qui sont mises en avant, surtout dans le CES. Alors, les grandes technologies, les grands axes, en fait, les grandes tendances, aujourd'hui, il y a surtout la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc, ce sont des concepts pas véritablement futuristes, mais qui sont aujourd'hui de plus en plus implémentés. Donc, on a des casques de réalité virtuelle qui permettent à l'utilisateur une immersion beaucoup plus totale dans
dans le contenu auquel ils participent. On a également les objets connectés qui sont bien en vue. En ce moment, sur le marché, on dénombre environ 15 milliards d'objets connectés. Et d'ici 2020, on pense tourner 15 milliards d'objets connectés. Donnez-nous quelques exemples d'objets connectés. Alors, on a la montre connectée, on a le peigne connecté. Le peigne connecté, absolument. Les problèmes capillaires. Tout à fait. Donc, au fur et à mesure, quand vous l'utilisez, vous peignez tout simplement. Il analyse le cheveu. Les lunettes connectées. Les lunettes connectées. On a le réfrigérateur connecté. Pratiquement tous les équipements de la maison. Le rouge à lèvres connecté. Bon, je pense qu'on n'est pas encore arrivé jusque-là. Qui dit si vous avez des problèmes aux lèvres, tout ça. Mais je pense que c'est des concepts sur lesquels ils travaillent. Bien sûr. Le t-shirt connecté, oui. Tout à fait. Mais dites-nous, est-ce qu'il y a un objet connecté capable de détecter si une personne nous dit la vérité ou pas? Ben, connecté, je ne suis pas sûr. C'est vrai qu'en termes de médico-légal, les détecteurs de mensonges, exactement. Connecté, je pense qu'on va le faire avec des statistiques élaborées. Je pense que ça va venir. Quand c'est la vérité, c'est ouvert. Quand c'est le mensonge, mais je sais que déjà sur les smartphones, il y a une application pour ça. Mais c'est vraiment une application qu'il fait par hasard, hein, qui joue avec un petit algorithme, un logiciel qui analyse. La première réponse est juste, la deuxième juste, la troisième fausse, la quatrième. Donc, ce n'est pas la question qu'on pose en réalité, mais c'est juste une suggestion qui est faite. C'est purement ludique. Allez, on continue. Donc, la robotique donc, a fait une avancée. La réalité virtuelle, on l'a vu, les objets connectés, la robotique et l'intelligence artificielle également mise en avant. Et l'audio et vidéo. Donc, avec la robotique, on a de belles avancées. Il s'agit de concevoir des concepts qui se rapprochent plus de l'homme. L'audio et vidéo, c'est donc des tendances pour améliorer les performances, innover par les nouvelles technologies afin de produire des équipements de nouvelle génération, notamment avec les téléviseurs 8K. En ce moment, ce qui est disponible, c'est les téléviseurs 4K, mais on passe au 8K avec des niveaux de résolution beaucoup plus nets. L'audio également est beaucoup plus immersif. On a également la cybersécurité, parce qu'aujourd'hui, on est à l'heure du big data, du one data. Tout est connecté, ça fait beaucoup de données, beaucoup d'informations personnelles. Il faut pouvoir les sécuriser pour ne pas que des personnes mal intentionnées y aient accès. On a également les drones qui permettent d'avoir des nouvelles vues, de nouveaux angles de vue, qui permettent d'exploiter, de scanner des endroits qui n'étaient pas encore accessibles. On passe également à la voiture autonome. Donc aujourd'hui, les véhicules, on travaille surtout à les rendre autonomes, de sorte qu'ils puissent rouler tout seuls. Ça va réduire le nombre d'accidents. On a également des technologies qui ne permettent pas de cogner les obstacles. Donc il y a des détecteurs devant, le véhicule s'arrête tout seul lorsqu'il y a un obstacle devant. Mais également la santé, les technologies qui concernent la santé, le sport aussi, pour vivre plus longtemps, pour pratiquer le sport, faire un suivi de toute l'activité sportive, tout un concept qui analyse les efforts qu'on fait, combien de calories on a brûlé et qui améliore tout ce contenu-là. Donc le CES, c'est vraiment le salon international où tous les fabricants, tous les concepteurs, tous les constructeurs se retrouvent pour annoncer leur technologie, pour montrer qu'ils ont la capacité de fabriquer ces éléments-là. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens là-bas qui vont créer? On ne sait jamais. Il faut l'expliquer quand même. Je pense qu'en termes de technologie, on va aboutir à ce genre de situation. Et Africain, oui. Je pense qu'en Africain, il y a déjà, je pense, l'Afrique du Sud qui a eu un stand là-bas, je pense. Et puis, c'est en train de venir petit à petit. Mais c'est carrément de l'électronique très poussée. Donc, c'est surtout monopolisé par les grandes innovations. Mais ça vient quand même. Donc là, pour l'édition de 2018, certains produits ont retenu notre attention. D'accord, lesquels? Déjà, on est parti avec... pour les produits qui nous ont retenu, qui ont retenu notre attention, la voiture autonome et la voiture connectée. Donc, il y a eu de belles innovations avec ce concept car baptisé e-Pallet. Donc, c'est un véhicule purement professionnel, hein, destiné aux professionnels pour livrer du contenu, pour livrer des articles, et il est autonome. Il est conduit de façon autonome, tout à fait indépendant. Ce véhicule-ci, il est un véhicule touristique, donc c'est pour le tourisme surtout. C'est un design très futuriste qui a également la capacité d'être autonome. De Sakina. Avec des technologies très avancées. Et donc, c'est un habitacle futuriste, technologie avancée, affichage tête haute, également affichage directement sur le pare-brise avant. Le véhicule est carrément très futuriste. Donc, le constructeur estime que d'ici 30-40 ans, il pourrait être produit en série. Donc, c'est vraiment la capacité, comme j'ai dit, la possibilité d'afficher, de concevoir un tel système qui est mis en avant. Ça vous fait Abidjan-Yamoussoukro en 17 minutes. Hein. C'est clair que ce seront des données records. Hein. ce sera record. Donc, un véhicule autonome, le design, c'est pour se rapprocher carrément améliorer la communication entre l'utilisateur et l'homme. On a également les assistants Smart Display. Donc, la conception aujourd'hui est telle que on crée de petites enceintes connectées. Donc, on ne communique plus avec un clavier, avec un saisissant. C'est carrément la voix qui permet d'échanger du contenu avec l'assistant. Donc, on peut lui poser une question et il répond de façon vocale également. Donc là, on est passé à un écran maintenant dessus pour améliorer également la visibilité. On a également les casques de réalité virtuelle qui sont améliorés avec des détecteurs, qui sont posés sur le visage, donc à l'intérieur du casque, et qui analysent l'émotivité, qui font des scans du cerveau pour voir si le concept ou alors le jeu auquel on joue ne perturbe pas l'utilisateur.
Ah. Donc c'est mis en avant, la santé est mise en avant en même temps que le côté ludique. On a également le... Je ne vous cache pas que moi je rêve d'avoir ça, franchement. Mais c'est vrai que ça vient. Je vais essayer de me l'offrir avec bien sûr l'apport de Messi pour mon anniversaire. Ce serait un très beau volontiers. En avril, c'est volontiers. Donc on a le protège-dents connecté qui permet d'analyser le choc. Protège-dents. Absolument, le protège-dents connecté qui permet d'analyser le choc qu'un sportif ou alors qu'un utilisateur a reçu et qui détecte s'il est soumis à un risque de danger médical et tout. Donc il analyse le choc, l'intensité du choc. Au niveau de la technologie, de la connectivité, surtout, on a la 5G, donc c'est la 4G, une amélioration de la 4G avec des connexions beaucoup plus rapides. On a également ce qu'on appelle le Wi-Fiber, qui est la transformation de l'Internet fibre. Donc aujourd'hui, on a la fibre qui se répand sur le réseau. On peut le transformer carrément, vulgariser, le changer en Internet beaucoup plus rapide, beaucoup plus grand. On a également le plieur automatique de linge. Alors là, c'est très pratique. Il permet donc de plier les linges. On pose le linge et il ressort plié et passé. C'est un concept très beau qui sera annoncé aux États-Unis également. C'est très pratique. On a le projet Linda. Alors là, c'est la fusion entre l'ordinateur, le PC et le smartphone. Donc c'est sur la base d'un ordinateur dans lequel on peut encastrer le smartphone qu'on utilise. La connexion est liée, donc c'est le travail en mobilité sur le smartphone qui continue sur l'ordinateur. Donc il y a un espace, un docking qui est prévu. Le smartphone donc s'encastre, il est posé à l'intérieur de l'ordinateur et le travail continue. Il agrandit donc l'écran, ça permet d'avoir un écran plus grand, un clavier complet également, un clavier physique complet, et on peut donc continuer le travail en toute mobilité et en toute pratique. Donc et le smartphone, il est de la même marque que l'ordinateur? Pas nécessairement. Ce sont des connexions qui seront élaborées et on pourra donc utiliser n'importe quel smartphone sur ce PC-là. Et on finit avec le lecteur d'empreintes Clear ID. Alors en ce moment, tous les lecteurs d'empreintes de smartphone sont indépendants. Ils sont soit à l'arrière, soit posés sur la tranche du téléphone, ou alors tout à fait en bas de l'écran. Ils ont fait la grande innovation où le capteur d'empreinte est glissé en dessous de l'écran. Donc l'écran affiche normalement son contenu et on peut poser le doigt sur l'écran et ça scanne l'empreinte. C'est au niveau de la sécurité, donc la sécurisation de toutes les données personnelles. Et le capteur d'empreinte est carrément logé en dessous de l'écran. Donc ça, c'est quand même de la grande innovation. Merci beaucoup Noël Kofi. Il nous fait toujours rêver avec ces interventions. Là, on parlait aujourd'hui du Consumer Electronic Show. C'est du côté de Las Vegas de tous les début d'année, donc au mois de janvier, du 9 au 12 janvier, du côté de Las Vegas, avec une organisation qui existe depuis plus de 50 ans. Voilà, gageons qu'un jour nous soyons là-bas, pourquoi pas, afin de vivre ça et de vous rendre compte de tout ce qui rythme les nouvelles technologies. Merci beaucoup. Merci, merci. Et puis on se retrouve mardi prochain, toujours avec la même passion. Absolument. Justement, parlant de passion, lui, la sienne, c'est bien sûr l'information, toujours l'information. C'est Hamza Diaby qui viendra, mais juste avant, on aura la couleur du temps. Merci d'être à Matin Bonheur. Vous faites bien. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. On aura un temps relativement frais en début de matinée sur les régions côtières comme les régions forestières. Cependant, le ciel semblera s'appauvrir en nuages, ce qui pourrait favoriser de belles intrusions de soleil. Dans la bande centrale, après quelques brefs brouillards, les vents secs se retireront vers la partie nord. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 27 degrés à Abidjan, 26 degrés à Adiaké, Bondoukou 24 degrés, Boaké 23 degrés, il fera 24 degrés à Deloa, Dimbokro 25 degrés, la ville de Gagnoa marquera 24 degrés, le mercure affichera 23 à Korogo, 20 degrés sur la ville de Mans, 21 degrés à Odiéné, San Pedro 27 degrés, Sassandra 26 degrés, Tabou 25 degrés et Yamoussoukro 24 degrés. L'après-midi, les vents humides atteindront la partie nord, ce qui pourrait atténuer les effets de l'harmattan et il fera donc relativement chaud et humide sur le reste du pays. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 31 degrés à Abidjan comme à Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 35 degrés à Boaké, Daloa 34 degrés, 35 degrés sur la ville de Dimbokro, Gagnoa marquera 34, il fera 35 degrés à Korogo, Mans marquera 34 degrés, il fera 35 degrés à Odiéné, San Pedro 31 degrés, 30 degrés sur les villes de Sassandra et Tabou et Yamoussoukro 34 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous.
everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Rendons-nous tout de suite au palais de la présidence de la République où s'est tenu hier lundi un séminaire gouvernemental. Séminaire dont la clôture a été présidée par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara lui-même. Alexis Ouedraogo également y était, cette fois pour RTI. Traduire les orientations et instructions du chef de l'État Alassane Ouattara en actions concrètes et perceptibles pour les populations. Voilà l'essence de ce séminaire gouvernemental qui aura duré un peu plus de 11 heures ce lundi. Les travaux du présent séminaire ont permis de passer en revue les plans d'action sectoriels des différents départements ministériels. Cet exercice a été suivi d'échanges visant une meilleure appropriation de ces actions prioritaires par chaque membre du gouvernement. Le plan d'action prioritaire 2018 est décliné en activités qui s'inscrivent dans les 5 grands axes stratégiques définis par votre Excellence, à savoir le renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance, la transformation de l'économie, l'amélioration des conditions de vie de nos populations, la promotion de la jeunesse et de la femme et l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Le plan d'action prioritaire 2018 prend en compte dans sa déclinaison détaillée l'ensemble des orientations et instructions que vous avez données. Un dispositif de revue continue sera déployé dans le mois de février 2018 en vue d'alimenter une revue générale à mi-parcours au mois de juillet 2018. Tour à tour, au fil de l'exercice, les départements ministériels ont présenté et défendu leurs priorités 2018. Président la fin des travaux, le chef de l'État Alassane Ouattara a souhaité un suivi ferme du programme d'action prioritaire, mais aussi de l'efficacité et de la célérité au service des populations. Le plan d'action prioritaire représente votre engagement à traduire en actions concrètes les priorités que j'ai eu à définir au cours de mon message à la Nation le 31 décembre dernier. Et il s'agit en priorité d'intensifier la lutte contre la pauvreté, et malgré les efforts qui sont faits et les résultats obtenus, à travers des investissements dans les secteurs sociaux, notamment l'éducation, la santé, l'eau potable, le logement, l'électrification rurale, la salubrité, l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. Les chantiers que j'ai présentés à nos concitoyens à l'occasion de mon message à la Nation concernent également l'accélération et l'intensification du programme de développement des infrastructures dans les domaines des routes, des ports, des aéroports, du transport urbain, de l'énergie et de l'économie numérique. Ces priorités étant identifiées, je demande à présent à chacune et à chacun de vous de faire preuve d'efficacité et de célérité dans la mise en œuvre de ces projets qui permettront d'améliorer, j'en suis sûr, de manière significative le bien-être des Ivoiriens. Alassane Ouattara est par ailleurs revenu sur le sujet à polémique de la réforme fiscale 2018. J'ai lu beaucoup de choses sur la question de l'annexe fiscale 2018. Et j'ai demandé à M. le Premier ministre que les discussions sur l'annexe fiscale soient approfondies, notamment en rencontrant le secteur privé en vue de faire des propositions au gouvernement qui tiennent compte de notre volonté d'accélérer donc le développement de notre économie. Ces réformes doivent permettre à la Côte d'Ivoire de se maintenir dans le peloton de tête des pays de forte croissance dans le monde. Et cette croissance, bien évidemment, doit être de plus en plus inclusive. Pour finir, le chef de l'État a insisté sur la nécessité du respect des règles de bonne gouvernance et l'amélioration des conditions de vie des populations.
Dans la commune d'Atekoubé, un incendie s'est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi dans un maquis. Bilan, 6 morts, dont 4 filles et 2 garçons. Les enquêtes sont ouvertes pour déterminer les causes réelles de l'incendie, même si des témoins évoquent déjà la piste du court-circuit. Grace Kondo s'est rendue sur les lieux, son compte rendu. Djéné et Carré, dans la commune d'Atekoubé. Les populations se sont réveillées dans la tristesse et la désolation ce lundi matin. Un incendie s'est déclaré entre 2h et 3h du matin dans un maquis du quartier. Serveuses, gérants et DJ ont péri dans les flammes. Bilan, 6 morts. Un court-circuit serait à l'origine de ce drame. C'est aux environs de 3h du matin que j'ai entendu des cris. Au secours, au feu, au feu. Je sors, je voyais les flammes dans le ciel. Surtout, je me suis approché. Donc, j'ai pris mon véhicule, me rendre au 28e, alerter les forces de la police. Ce sont eux qui ont appelé les pompiers. Et puis ensuite, ils ont averti aussi la CIE. Puis ensemble, vers 3h40 du matin, nous sommes retrouvés sur les lieux. Les agents de la CIE ont fait ce qu'il y a à faire parce que les câbles électriques et tout ça étaient en feu. Ils ont circonscrit, qu'on appelle ça, les flammes de l'électricité. Et puis les pompiers se sont mis au travail pour circonscrire les flammes. Bon, à la fin de cette opération, dans les décombres, nous avons dénombré 5 d'abord, 5. Et au petit matin, après le départ des pompiers, et en fouillant, nous avons retrouvé encore un autre corps. Aujourd'hui, nous étions à la maison. À midi, il y a mon grand frère qui m'a appelé. J'étais en train de manger et il m'a dit qu'il y a Sinclair qui est mort où il travaille. Donc nous sommes venus. Moi-même, je ne croyais pas. Donc comme nous sommes arrivés, vraiment, on n'a pas trouvé notre grand frère. Et les dames qui étaient à côté, elles ont dit non. C'est à partir de 2h du matin que ça a commencé. Que lui-même, il était beaucoup fatigué. Donc, vraiment. Aux environs de 3 heures, il y a un rescapé du maquis qui a pu sortir, qui est venu taper la porte de mes petits frères qui se trouvent à l'extérieur de la cour. Et ceux-là aussi, à leur tour, ils ont réveillé tous ceux qui étaient dans la cour, y compris moi. Donc c'est dans ce réveil maintenant, chez nous c'est des voleurs. Puis on dit ouvrez, sortez, sortez. Après j'ai vu que c'est le feu. Donc il fallait rentrer encore, faire sortir les enfants. C'était pareil aussi pour les voisins. Chacun a fait sortir les enfants, les femmes, et puis on les a amenés à quelques mètres du maquis pour pouvoir maintenant secourir. Une enquête est ouverte par le commissariat du 28e arrondissement dans la commune d'Atekoubé pour élucider les causes de ce drame. La rédaction se joint à moi pour présenter des condoléances, toutes nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Au chapitre sport de ce journal, parlons football. Des présidents de clubs se sont réunis ce lundi. Vous allez le voir en images. Ils se sont donc réunis pour se prononcer sur les derniers développements de l'actualité sur le foot en Côte d'Ivoire. Ces responsables de clubs continuent d'exiger du président de la FIF, la Fédération ivoirienne de football, la tenue d'une assemblée générale le 29 janvier prochain. Le reportage de nos confrères de RTI Sport dans nos prochains journaux. Nous allons refermer cette édition en chantant, plutôt en jouant de la musique, la guitare pour être plus précis. Et c'est avec Yannick Kofi, cet Ivoiro-Australien, un génie virtuose de la guitare solo. Il en joue depuis qu'il a 11 ans et en a 18 aujourd'hui. Son parcours est tout simplement exceptionnel. Issa Yeo l'a rencontré pour vous. Né en 1999 d'un père musicien ivoirien et d'une mère australienne, Yannick Kofi apprend très vite à tutoyer les instruments musicaux autour de lui. Mon père m'a appris la musique. Depuis que j'étais tout petit, il m'a appris la musique parce que lui-même, il est un musicien professionnel. Virtuose de la guitare solo, il joue en Floride. En 2010, sur une chaîne de télévision
à l'occasion du 40e anniversaire de Jimi Hendrix. Il n'a que 11 ans, confirmant ainsi l'adage « aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années ». Il participe également en 2011 à Yamoussoukro, à l'investiture du président de la République Alassane Ouattara. Le blues, le jazz, le R&B, le hip-hop sont ses musiques de prédilection. Ses racines africaines et précisément ivoiriennes, il ne les oublie pas. Son rêve est de venir contribuer au rayonnement de la musique ivoirienne. Aimer être beaucoup plus impliqué dans la musique ici en Côte d'Ivoire pour revenir ici, bien sûr, jouer avec beaucoup de grands musiciens sur la place aussi et apporter sa contribution en tant qu'Ivoirien. Yannick Kofi a à son actif plusieurs spectacles au Japon et aux États-Unis. Cette année, il intégrera le Conservatoire de musique de Sydney University, un des plus prestigieux du continent australien. Un mot d'actu inter en bref. La ministre française des Armées, Florence Parly, a réuni hier lundi à Paris ses homologues de la force militaire conjointe des pays du G5 Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad, Mauritanie, dans l'espoir d'accélérer sa mise en œuvre. Lors de la conférence de presse qui a clôturé la réunion, Florence Parly a annoncé le lancement de la deuxième opération de la force conjointe, une annonce confirmée par Tiena Coulibaly, ministre malien de la Défense. Ce sera donc une opération 100% force conjointe ou menée en collaboration avec Barkhane. Au Venezuela, une vaste opération de policiers et des forces spéciales a eu lieu hier lundi 15 janvier contre Oscar Pérez. L'ex-inspecteur de la police scientifique s'était fait connaître en juin dernier lors des manifestations contre le gouvernement de Nicolás Maduro en attaquant notamment le tribunal suprême de justice à bord d'un hélicoptère dérobé. L'acte qui n'avait pas fait de victime avait été qualifié de terroriste par les autorités vénézuéliennes qui avait lancé un mandat d'arrêt contre lui. Et voilà, c'est la fin de ce 6h30. Je serai encore chez vous demain, si vous le voulez bien. Merci beaucoup, Hamza, et c'est sûr que les téléspectateurs le veulent bien. Hein? On verra bien. Merci, Marcella. Merci à vous. On vous retrouve demain et l'actualité se poursuit. On l'a vu dans la titrologie avec beaucoup d'informations assez intéressantes. Elle nous donne les détails maintenant dans la revue de presse. Fatim Djedje. Et les principales manchettes, bien sûr, de cette revue de presse vont nous envoyer à Santa Ana, aux États-Unis, en Guinée équatoriale. Et puis, on va parler aussi avec Allopolis. Mais on ouvre les vannes de cette revue de presse avec la commission électorale indépendante qui cristallise tous les regards en ce moment. Selon l'intelligent d'Abidjan, la CEI qui a organisé les élections de sortie de crise en 2010 a cessé d'exister en septembre 2014 à la suite de la mise en place de l'actuelle CEI. La plupart des membres ont été renouvelés. Le fait que Youssouf Bakayoko était le président de la CEI de 2010 à 2014 ne peut pas changer la réalité selon laquelle le renouvellement des membres en 2014 a marqué une nouvelle existence et ouvert un mandat nouveau. Malgré cela, des observateurs insistent sur la fin supposée du mandat de la CEI et de son président dans les critiques formulées à l'encontre de l'entité. Je cite Jean Bonin. On ne reproche pas quelque chose de particulier à la personne de Youssouf Bakayoko. On estime qu'il est à la commission électorale indépendante depuis de nombreuses années. On trouve que cela n'est pas normal, d'autant qu'il y a eu une grave crise en Côte d'Ivoire au moment où il était président de la CEI. Donc l'opposition, dans son ensemble, ne le reconnaît pas comme président d'institution impartiale et crédible. On a vu également lors de la présidentielle dernière en 2015 qu'il était soutien de M. Ouattara avec des affiches qui portaient son nom. On reste dans les griefs formulés à l'encontre de cette institution, mais cette fois-ci dans notre voix. Et Bamba Sindou, le président du réseau acteur ivoirien des droits de l'homme, a soutenu que pour la société civile, les élections municipales, régionales et sénatoriales annoncées ne sauraient être envisagées sans une nouvelle CEI, comme l'exige l'arrêt de la Cour africaine de justice et des peuples. Il a ajouté qu'un État qui se dit démocratique doit tirer les conséquences de cette décision de justice. Un peu plus léger à présent, Allopolis qui relate une histoire d'amour qui finit mal. Le 11 décembre dernier, à Yopougon, en rentrant de son travail, JC, 34 ans et assistant social de son État, trouve des affaires de sa femme et de sa petite fille de 2 ans
pardon, au salon. 3 hommes et une femme l'attendent dans un fauteuil pour lui parler, dans ses fauteuils, hein, devrais-je dire. Il s'agit des oncles de sa femme et de la mère de cette dernière. Alors un peu surpris, il feint d'être heureux de voir ses visiteurs. Il demande les nouvelles et je le cite. Mes beaux-parents n'ont même pas tourné autour du pot. Ils m'ont dit qu'ils venaient prendre leur fille pour lui donner un mari digne d'elle. Parce que j'étais un traître, raconte-t-il. Et pourquoi cela? Eh bien, parce qu'en réalité, quelques semaines plus tôt, JC a officialisé son appartenance politique. Il militait jadis à l'opposition, c'est-à-dire au FPI. Maintenant, pour des raisons qui lui seraient propres, hein, il a décidé de soutenir le parti présidentiel, ce qui paraît, pour les parents de sa femme, comme une véritable trahison. L'article précise aussi que cette jeune femme, maintenant, serait en pleine histoire d'amour avec un dirigeant du FPI revenu d'exil. Ça se complique. Je vous laisse lire la suite dans le journal. Ouh là là. Jeune Afrique revient sur la situation en Guinée équatoriale. Là, c'est un peu plus sérieux. Oui, beaucoup plus même. La tentative de coup d'État déjouée pendant Noël et qui visait visiblement le président de Guinée équatoriale, Théodore Obiang Nguema Bakosso, n'arrange rien à la situation des États d'Afrique centrale, déjà fragilisés économiquement par la chute du prix de l'or noir. Alors ce putsch raté que le pays tente maintenant de requalifier d'acte de terrorisme impliquerait des Camerounais, des Centrafricains, des Tchadiens et des Équato-Guinéens. L'affaire a mobilisé des chefs d'État et sécurocrates de toute la région, jusqu'à l'ONU qui a dépêché à Malabo le 8 janvier dernier son envoyé spécial pour l'Afrique centrale. Et ils ont été nombreux à se déplacer justement à Malabo pour appuyer leur aîné de 75 ans qui est au pouvoir depuis plus de 38 ans. Alors actuellement, les arrestations se poursuivent dans tout le pays. Étrangers, membres de l'opposition, entourage du chef de l'État. Selon l'article, cette tentative de coup d'État de Noël a ravivé la fibre xénophobe et la thèse du complot ourdie de l'intérieur avec l'appui de puissances sous-régionales et internationales. Et pour finir, mesdames et messieurs, avec la revue de presse, une sortie de route la plus insolite. Et oui, les images sont dignes d'un film d'Hollywood. Et pourtant, cet accident est bien réel. C'est dimanche 14 janvier, vers 5 h du matin, à Santa Ana, en Californie. Une voiture a fait une sortie de route spectaculaire. Selon NBC, le véhicule qui roulait trop vite a heurté le terre-plein central en béton avant de s'envoler et d'atterrir au premier étage d'un immeuble dans la façade d'un cabinet dentaire. Vous allez voir les images suivre à l'écran qui sont peut-être plus visibles. Voilà, donc la catastrophe. Le conducteur est parvenu à sortir du véhicule, mais a dû rester suspendu dans le vide un moment avant que les secours ne l'aident à descendre. Il l'a dit, c'était fou, vraiment fou, a donc-il témoigné, qui a aussi avoué avoir consommé de la drogue. Et bien, regardez les conséquences. Par chance, lui et son passager n'ont été que très légèrement blessés. Alors faites attention au volant, hein. Boire, conduire, se droguer, dans tous les cas, il faut choisir. Sacrés vénards, ils sont. Hein. Ils n'ont rien eu du tout. Plus de peur que de mal. La prochaine fois, il réfléchira par 2 fois avant de sniffer. Merci beaucoup. Merci. À demain. Dites-nous, Marco. Oui. Hein, dites-moi, entre la dernière histoire et celle du monsieur à qui on a arraché la femme, quelle est la plus insolite? Moi, je ne sais pas, Fatine, comment elle fait quand elle fait son tri d'informations, mais franchement, il y a toujours quelque chose de rocambolesque. On se dit qu'il s'en passe des choses. Hein. Il s'en passe beaucoup de choses. Et ce sont des choses réelles. Hein. Franchement, choisir le parti politique de son mari et venir vraiment arracher. Il faut le faire. Retrouvez tout ça dans la rediffusion, c'est aux alentours de 14h10, 14h20. Vous saurez toutes les informations juste après cette émission avec la ravissante et gracieuse Alix Kokola qui vous donne un peu tout ce qui rythme notre chaîne. La suite, Nessie Ndri. Il est là, il est bien installé, c'est la rubrique Entreprendre. La rubrique Entreprendre. Il n'y a pas de jingle. On n'a pas de jingle, on va directement avec lui. Non, ça va être tout bizarre hein, quand on attend un jingle. Monsieur Jean-Baptiste Kouadio. Bonjour, bonjour. Le monsieur finance et entrepreneuriat de Matin Bonheur. Aujourd'hui, nous abordons un thème très important, les états financiers. Absolument. De quoi s'agit-il exactement? La dernière fois, nous avons vu que la comptabilité donnait l'information sur la marge de l'entreprise. Et cette information va se décliner en 2 états qu'on va appeler les états financiers, dont le premier est le bilan, c'est-à-dire la situation patrimoniale, et le deuxième état est le compte des résultats. Si on prend le bilan, vous voyez que tous les jours, il y a des opérations qui se font. Donc, à un moment donné, lorsqu'il sort, il rentre.
Il y a des mouvements dans tous les sens. Donc, lorsque vous avez apporté 1 million de francs pour faire une affaire, tantôt ça va diminuer, tantôt ça va augmenter. Donc, à un moment donné, il faut qu'on sache où on en est avec le million de francs qu'on a apporté pour démarrer son affaire. Ça va être la situation patrimoniale, c'est-à-dire le bilan va décrire le patrimoine de l'entreprise. C'est la photographie instantanée de l'entreprise à un moment donné. Oui, la photographie de l'entreprise à un moment donné. Donc on va décliner ça en biens et en dette. Vous voyez, c'est ça. Les biens, c'est ce qu'on va appeler les actifs. Les dettes, c'est ce qu'on va appeler les passifs. Alors, je vais vous dire une chose. Il y a un de nos professeurs qui nous disait, vous les croyez extrêmement riches, mais ils sont super endettés. Ils sont hyper endettés. Je vais vous donner l'exemple, c'est l'exemple des femmes qui prennent des pagnes à crédit, qui sapent dans le quartier, et puis à la fin du mois, quand les Haoussa arrivent, elles disparaissent. Voilà. Enfin, quand le vendeur arrive... Bon, d'accord, merci beaucoup. Quand le vendeur arrive, voilà. Merci. Donc, le bilan, au niveau de l'actif, on va avoir les immobilisations. Les immobilisations, ça va être les bureaux, les machines, etc., etc. On va avoir les stocks, on va avoir les créances sur les clients, puis on va avoir de la trésorerie. Vous voyez qu'il y a une succession de biens. Les immobilisations, les stocks, les créances, et puis l'argent disponible, soit à la banque, soit en caisse. Et puis de l'autre côté, on va avoir les dettes. Le capital, qui est une dette de l'entreprise vis-à-vis de l'apporteur, du créateur. Donc on a dit qu'il faut bien, on en a parlé ici, il faut séparer les finances de l'entreprise et ses finances personnelles. Lorsque vous créez votre entreprise avec un capital de 1 million, vous avez prêté de l'argent à une personne morale, qui est votre entreprise. Ce n'est plus votre argent. Ce n'est plus votre argent. Donc ça, c'est la première dette. La deuxième catégorie de dette, c'est les emprunts auprès des bailleurs de fonds, des investisseurs qui vont vous aider à créer votre entreprise, qui vont vous aider à financer vos activités. Et puis, il y aura les fournisseurs, ceux qui vont vous donner de la marchandise que vous allez vendre et puis après payer. Donc, vous voyez qu'il y a des mouvements qui vont s'opérer tout le temps, tous les jours, à toute heure. Donc, à un moment donné, il faut s'arrêter pour savoir j'en suis où. Qu'est-ce que mon patrimoine est devenu? Est-ce que mes immobilisations ont augmenté? Est-ce que mes stocks ont augmenté? Ou bien est-ce que ça a diminué? Comment ça a diminué? Il faut le savoir. Si on ne fait pas la comptabilité, on ne peut jamais le savoir. Or, c'est en le sachant qu'on fait la gestion. On dit, bon, OK, comme mes créances sont en train de diminuer, il faut que j'augmente mes stocks. Si j'augmente mes stocks, qu'est-ce que je fais avec les fournisseurs? Si mes fournisseurs, je leur dois beaucoup d'argent, que je n'ai pas de trésorerie, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est un problème interne? Si mes stocks augmentent, c'est peut-être que mes commerciaux ne sont pas très agressifs sur le marché. Ou bien si mes stocks augmentent, c'est parce qu'il y a un concurrent qui est arrivé sur le marché et qui fait que les gens n'achètent pas mon produit. Donc, si on ne fait pas le bilan, on n'a pas la possibilité de le savoir. On n'a pas une visibilité claire. On n'a aucune visibilité. Et comme Marcelin l'a dit tout à l'heure, c'est une photographie. Donc, il faut photographier l'entreprise à tout instant. Il ne faut pas attendre 2 ans, 3 ans pour sortir un bilan. Dans les filiales américaines, c'est toutes les semaines. Les types, ils regardent la photographie de son entreprise toutes les semaines, et pas même tous les jours. Mais ici, les PME, il y en a qui ne font aucun bilan. Donc, ils ne savent pas. Il y en a qui trouvent que c'est fatigant, c'est barbant de le faire, alors que ce sont ces petites attentions-là qui peuvent éviter à l'entreprise la faillite, la sortie de route. Oui, la sortie de route. Parce que vous avez votre situation, vous l'avez tous les jours, tous les mois, tous les 3 mois, donc ça vous permet de prendre des décisions pour corriger. Mais si vous n'avez pas ça, bon, allons-y. D'accord. Et la sortie de route, c'est fait. C'est fait. Et là, on va parler maintenant du compte de résultats. Alors, le compte de résultats, vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit, vous avez apporté 1 million à la fin du mois ou bien à la fin du trimestre. Je suis passé peut-être à 1 100 000. L'entreprise s'est enrichie. Il faut savoir
qu'est-ce qui a enrichi l'entreprise? Qu'est-ce qui a permis au patrimoine, au capital que j'ai apporté, de passer de 1 million à 1 million 100 000? Si je connais le pourquoi, alors je vais maximiser mes efforts pour ça. Donc, on va parler des charges et des produits. Les charges, on va payer l'eau, on va payer l'électricité, on va payer le carburant, on va acheter les stocks, on va payer l'assurance, on va payer le personnel. Tout cela, ça appauvrit de manière instantanée l'entreprise. Quand vous payez le personnel, il ne vous ramène pas l'argent. Hein. Quand vous payez l'électricité, les gens ne nous ramènent pas l'argent. On a déjà consommé, c'est terminé. Donc ça contribue à appauvrir l'entreprise. Par contre, lorsque vous faites des prestations de services, lorsque vous vendez, ça enrichit l'entreprise. Donc c'est la comparaison entre les ventes, les prestations de services et les charges. C'est ça qui va donner le résultat. Et c'est ces résultats qui va venir augmenter votre patrimoine ou bien diminuer votre patrimoine. Il est bon de le savoir. Au niveau des charges, qu'est-ce qui fait que mon entreprise dépense énormément? Il faut agir sur ça. De l'autre côté, au niveau des produits, qu'est-ce qui fait que je gagne beaucoup d'argent? Il faut le savoir pour pouvoir agir sur ces paramètres-là. Donc voilà un peu. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Kouadio. On rappelle que vous êtes comptable. Oui. Vous êtes comptable. Pourquoi vous êtes pressé de le laisser partir? Ah d'accord, il est encore avec nous. Il faut en profiter. Hein, faut en profiter. C'est pas toujours qu'on a des prestations comme ça gratuitement et puis en plus en direct. Alors on va se faire un petit récapitulatif de ce qu'on a dit. De ce qu'on a dit, on a dit que la comptabilité permettait de donner les états financiers. Et ces états financiers sont nécessaires à la gestion, sont plus que nécessaires à la gestion de l'entreprise. Monsieur Kouadio, je vais me poser une question. Est-ce que vous ne pensez pas que parfois, vous prêchez dans le désert? Parce que quand on vous entend, et après on va dans certaines entreprises, et quand on écoute, on voit un peu la physionomie. Franchement, quel est le pourcentage de personnes qui mettent tout ça en exergue? Surtout chez nous en Afrique, où la création d'une entreprise, après ça devient familial. N'importe quel membre de la famille peut venir mettre la main dans la poche. Il y a des entreprises même où l'épouse ou bien le frère garde le taxi et il vient dans la caisse pour prendre l'argent pour payer tout ça. Ça c'est... Non, parfois, vous ne pensez pas que vous prêchez dans le désert? C'est dommage qu'on prêche dans le désert, mais ça, c'est la règle des affaires. Et il faudrait inviter tous les jeunes promoteurs à s'approprier cet outil, cet instrument-là, qui va leur permettre d'avoir une visibilité et conduire leur business. À l'heure de la culture du bling-bling, voilà, où on veut tout avoir en même temps, où on veut être riche de façon instantanée. Ce n'est pas possible. Mais est-ce que vous êtes sollicité par les jeunes entrepreneurs? Oui, il y a des jeunes entrepreneurs qui m'appellent, que j'encadre. Sur un volet précis ou sur la gestion générale? Sur la gestion en général. Il y en a qui m'appellent tout juste pour la comptabilité. Il y en a qui me sollicitent pour l'aspect audit financier et comptable. Alors, comment ils appréhendent ça? Comment ils appréhendent? Quand ils vous appellent, la situation est grave, désespérée? Bon, généralement, quand ils m'appellent, c'est que la situation est catastrophique. C'est-à-dire qu'on est déjà dans le décor. Or, je leur dis, il est plus facile de faire une nouvelle construction, un nouveau bâtiment, que de casser tout ce qui est ancien et de recommencer. Lorsque c'est gâté, ça coûte plus cher. Lorsque vous me sollicitez maintenant que je vous aide à mettre les outils en place, c'est beaucoup plus facile. Vous facturez plus cher, soit dit en passant. Bon, ok. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kouadio. Je rappelle que vous êtes avec nous chaque mardi. Vous parlez donc d'entrepreneuriat, de tout ce qui permet d'assurer une certaine sécurité à l'entreprise. Nessi, depuis ce matin, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? Vendez-nous l'émission. Qu'est-ce qu'on a vu ce matin? Alors, depuis ce matin, on a vu des choses très, très intéressantes. On a eu des reportages, notamment un reportage très intéressant qui parlait de l'état de la route de la commune de Koumassi. Et on est sûr que les choses seront faites pour régler ce problème-là. On a eu Fatim Didier qui est venue avec la titrologie. Elle est venue avec beaucoup plus de détails dans la revue de presse. Hamza Diaby était avec nous. Sans oublier, on a fait le tour de l'actualité, sans oublier la technologie. Oui, oui. On est allé à Las Vegas. Comment on voyage ici sur ce plateau? C'était super. Il nous a fait rêver, il nous a fait voyager, il nous a ramené, il nous a envoyé dans 30 ans
plus tard. Hein? 30 ans plus tard. 30 ans plus tard. Tous les objets connectés à Las Vegas. On le rappelle, le Consumer Electronic Show. C'est un festival qui a cours du 9 au 12 janvier du côté de Las Vegas, où on a toutes les informations concernant les objets qui seront à la mode dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Gageons que nous soyons encore là. Ça nous donne envie d'espérer, hein, pour rester vivant. On a vu la future voiture de la fille de Messi, et on a vu aussi franchement les téléphones, les montres connectées. Mon Dieu, on imagine hein, ce que sera la vie. Les objets connectés, surtout pour la santé, ça c'est plus important et ça va augmenter l'expérience de vie. Là, tu contrôles ce que tu manges. Quand tu es devant ton plat de garba, ton objet connecté te signale. Est-ce que le garba va exister dans ce Est-ce qu'on aura le garba connecté peut-être? Un garba amélioré. Il est 7 h. On va améliorer également la situation financière de l'entreprise. Ça s'appelle la publicité en télévision. Et ça, on passe par là, sinon on n'est pas payé. Allez, pub sur RTI1 ce matin bonheur. Et on se retrouve juste après. Ce sera le Money Time, 30 minutes pour parler donc de tout ce qui rythme la vie donc, du système carcéral de notre pays et surtout celui de Bouaké, parce que celui qui vient venu spécialement de Bouaké afin de vous informer. Donc, merci de rester en notre compagnie. Surtout, ne zappez pas. À tout à l'heure. Parce qu'il s'agit de vos envies, de vos passions, de vos ambitions. Avec nous, tout devient possible. Profitez. Le transport routier est l'une des sources importantes de pollution de l'air dans notre pays. Les gaz émis par les véhicules polluants exposent notre population à des maladies respiratoires et cardiovasculaires, particulièrement en milieu urbain. Chers transporteurs et conducteurs routiers de Côte d'Ivoire, disons non à l'utilisation des automobiles polluants tout en veillant à leur entretien régulier. Ainsi, préviendrons-nous les maladies liées à l'inhalation des gaz toxiques des véhicules. Transporteurs et conducteurs de Côte d'Ivoire, stop aux véhicules polluants. Ceci est un message du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Voilà, on y va maintenant. Notre invité est installé. Le temps pour lui donc de bien se positionner et s'apprêter. Aujourd'hui, le thème, c'est bien sûr la gestion des établissements pénitentiaires en Côte d'Ivoire, Nessie. Effectivement, donc on parlera avec Monsieur, je retrouve son nom, Monsieur Yao Patrice. Il est administrateur des services pénitentiaires et régisseur du camp pénal de Bouaké, donc il nous vient de loin. Avec lui, on aura tout ce qu'il nous faut comme information. Mais avant, la capsule droit pour planter le décor. En Côte d'Ivoire, le viol menace femmes et enfants. Selon la représentation Côte d'Ivoire de l'Organisation des Nations Unies, soutenue par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, plus de 1000 cas de viol et de tentatives de viol ont été commis en Côte d'Ivoire dans la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015. Un rapport qui montre que ce mal social est bien une réalité en Côte d'Ivoire. Je connais une fille qui a été violée par des jeunes de son quartier lorsqu'elle avait 10 ans. J'ai une amie qui a été violée. C'est une camarade, elle a été violée. Selon la définition juridique du viol, c'est tout acte de pénétration sexuelle. Voilà la thématique droit. Donc la semaine prochaine, ce sera le viol, les tentatives de viol. Quel recours? Donc, petit souci technique, mais à maxima culpa. Mais rassurez-vous, cela ne va entacher en rien donc la rencontre que nous avons avec M. Patrice Yao. Il est administrateur des services pénitentiaires et régisseur du camp pénal de Bouaké. Avec lui, nous allons parler de la gestion des établissements pénitentiaires en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour aujourd'hui. Et le mardi prochain, nous parlerons donc de viol et de tentatives de viol. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est que c'est un bon teaser. Vous savez déjà le sujet de la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, vous le constatez, depuis le début de ce rendez-vous, nous parlons donc de la gestion des établissements pénitentiaires. Monsieur Patrice Yao,
Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonne année à vous. Merci beaucoup. Bienvenue de Boaké. Merci. Ça va mieux à Boaké? Oui, par la grâce de Dieu, mieux? ça va bien, Okay. merci. Parce qu'il y avait un peu trop de bruit là-bas. J'espère que ça s'est calmé maintenant. OK. Monsieur, vous êtes sur le plateau pour nous parler donc de la gestion des établissements pénitentiaires en Côte d'Ivoire. Oui. Comment se porte le système carcéral dans notre pays en général et à Boaké en particulier? Mais je voudrais d'abord vous dire un grand merci et remercier M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, qui donc nous donne l'occasion pour une fois de parler des établissements pénitentiaires. Les établissements pénitentiaires en Côte d'Ivoire, je dirais qu'ils se portent relativement bien. Et à Boaké, je pense que dans l'ensemble, ça va parce que nous avons 2 établissements pénitentiaires. Il y a donc la maison d'arrêt et de correction de Boaké, et puis il y a le camp pénal de Boaké, dont je suis le responsable. D'accord. Voilà. Et oui, allez-y, allez-y. Non, non, je vous écoute. D'accord. Et quel est votre mode de fonctionnement? Je vais dire, quelles sont vos ressources? Voilà, quelles sont vos ressources? Comment arrivez-vous à faire face à toutes les dépenses? Comment s'organise un camp pénal, une maison d'arrêt? Comment ça s'organise au quotidien? Bon, alors, la maison d'arrêt est un service de l'État et donc qui est doté d'un budget. D'accord. Il y a un budget, c'est vrai que on coûte toujours un peu plus après, mais comme tout service de l'État, il y a un budget de fonctionnement. Le plus important, c'est la ligne 7216 qui concerne l'alimentation des détenus et des soins médicaux. Donc, aussi bien au camp pénal que dans tout autre service de l'État, il y a un budget que l'État met à la disposition du gestionnaire de l'établissement pour le faire fonctionner. Alors ça c'est au niveau quotidien. Oui. Avant d'arriver dans la gestion quotidienne, est-ce qu'on peut avoir un peu des chiffres, le ratio prisonniers et places disponibles dans les prisons? Est-ce qu'on est en déficit? Est-ce que au niveau donc il y a une surpopulation carcérale, que ce soit au niveau de notre pays en général ou au niveau de Boaké, de l'endroit que vous gérez? Bon, il faut dire que le problème de la surpopulation carcérale n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Mais nous avons l'avantage, et de passage, je voudrais remercier nos autorités, parce qu'il doit y avoir certainement 1 mois et demi, à Yamoussoukro, nous nous sommes retrouvés à un séminaire, au cours duquel la réflexion a été profondément menée sur le problème de la surpopulation carcérale. Et je pense que des instructions fermes ont été données au niveau de la haute hiérarchie pour que un certain nombre de choses qui font qu'on a parfois cette surpopulation-là. Quel est le ratio prisonnier actuellement en Côte d'Ivoire? Quel est le ratio? Quelles sont les statistiques concernant la situation carcérale en Côte d'Ivoire? Bon, nous étions certainement autour de, je crois, 15 000. À Boaké? Non, à Boaké, moi, le camp pénal, j'ai 1372. Et mon collègue de la MAB, il doit avoir autour de 700. Mais pour l'ensemble des chiffres, bon, ça, c'est le directeur de l'administration pénitentiaire qui compile chaque fin du mois. D'ailleurs, même c'est au quotidien. On lui fait parvenir les effectifs tous les jours. Voilà. Donc, je n'ai pas ici l'idée très précise de l'effectif de l'ensemble des détenus. D'accord. Là, on va parler de la vie des prisonniers. D'accord. Quelles sont les limites que nous impose une incarcération? Quelles sont les limites que nous impose une incarcération après, à part le fait d'être privé de liberté? Parce qu'on se rend compte qu'il y a certains prisonniers qui ont certains privilèges, notamment Internet. Est-ce que le fait d'être en prison nous prive d'Internet et de d'autres privilèges? Bon. Il y a certains prisonniers qui ont des avantages. On a vu ça dans la presse. Ah bon? Il y a certains prisonniers qui fêtent leur anniversaire en prison et c'est filmé. Il y a certains prisonniers qui sont sur Facebook au quotidien.
Vous avez dit, vous ne savez pas ça? Non, je comprends. Je comprends. Je ne ferai pas d'ailleurs la fine bouche. Je sais de quoi il s'agit. Mais je pense que ce sont des faits qui relèvent d'un passé. Pardon? Je sais d'un passé, je pense bien. Un passé très récent ou bien un passé relativement composé... récent? Parce que c'est un peu l'affaire Yakou chinois. Qui moi, je est n'ai pas passé... dit de nom, mais bon, il n'est pas mais le seul. Il y a beaucoup de prisonniers aujourd'hui. Franchement, on a l'impression pas même qu'ils sont dehors le jour et en prison la nuit. C'est ce qui se dit. 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 C'est pour ça qu'on aimerait savoir les limites, en fait. Je vais vous dire une chose. Oui. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, certains de nos compatriotes ont une manie de projeter leur propre image sur les autres. C'est-à-dire? Comment? Voilà. C'est-à-dire, ce qu'ils font, ils pensent que les autres le font aussi. Alors, parlant de gens qui seraient au dehors, de 2008 jusqu'en 2012, moi j'étais le régisseur de la MACA. Et des acteurs importants d'une filière qui se sont retrouvés en détention, des pluies couraient de partout, que ces hommes se retrouvaient dans des boîtes de nuit. Je me suis même retrouvé un jour au terrain de Maracana, à la pause, et il y a quelqu'un qui faisait de grands commentaires. Je ne vais pas citer les noms. Telle personne qui est censée être en détention, je l'ai vue dans une boîte de nuit. Alors, les amis qui étaient là, qui savaient que j'étais le régisseur de cette prison, ils étaient tous surpris. Et j'ai fait exprès. J'ai fait passer le doigt sur la bouche pour lui laisser raconter ce qu'il voulait raconter. Il a tout dit. Et je me suis levé, je suis parti. Et quand on lui a dit que le monsieur qui vient de partir, c'est lui le régisseur de la MACA. Vous voyez? Donc, vous trouverez toujours des gens... En d'autres termes, ce que les gens racontent, ce n'est pas vrai. Oui, ce n'est pas toujours vrai. Je ne crois pas. Monsieur Yao, oui. vous aurez du mal à vraiment vous faire passer pour quelqu'un qui ne sait pas. Il y a des choses qui se passent à la MACA et dans toutes les maisons d'arrêt. On a vu l'image du monsieur que vous avez évoqué tout à l'heure. Ça, déjà, c'est scandaleux. Est-ce que c'est normal que des prisonniers aient des téléphones portables? Est-ce que c'est normal qu'ils soient concrètement sur Facebook? Est-ce que c'est normal qu'on ait des photos de ces prisonniers-là tous les jours? Ce n'est pas normal. Et bien pourquoi ça existe? Voilà. Vous savez, ici, les moyens de détection de tous ces interdits sont mis à la disposition. Seulement, il y a la défaillance du facteur humain. Et ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Vous irez dans des prisons aux États-Unis où il y a tout le matériel, mais malgré ça, il y a toujours des agents qui sont dans ce que moi j'appelle les petites choses. Donc, c'est vraiment dommage. Nous, ici en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on fait pour pallier à ce problème à notre niveau? Il y a une fête sous une bâche dans une prison avec des artistes qui sont invités. Oui. Et il y a ce qu'on appelle communément chez nous en Côte d'Ivoire le travaillement. Il y a de l'argent qui est distribué au vu au-dessus de tous. Mais je ne sais pas comment on peut qualifier ça. Mais c'est possible. Et vous acceptez ça? Non, on ne l'accepte pas. C'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est à l'étranger comme ça, avec son système carcéral qui est à nu de la sorte. C'est quand même bizarre. Vous voyez, face à toute cette situation, le ministre actuel, quand il est venu, il n'a pas attendu. Il a procédé à des changements parce que ce sont des situations choquantes. Merci de le reconnaître avec nous. Non, ce sont des situations qui sont choquantes. Il y a des gens qui se laissent aller. Nous-mêmes, en tant qu'acteurs du milieu... Les gens dont vous parlez là, c'est qui se laissent aller, c'est qui? Ça va être les surveillants, les gardes pénitentiaires. La défaillance de certains agents. Et ça, la Côte d'Ivoire n'est pas seule dans ce cas. Je vous ai donné l'exemple, d'ailleurs, pas parce que nous voulons nous dédouaner, pas du tout. Mais ce sont des réalités. Donc vous accusez vos hommes? Bon, en tout cas, dans tout système, il peut y avoir des failles. Et nous, ça fait partie de nos failles. Et nous nous attelons, au regard des instructions qui nous sont données par notre hiérarchie, à vraiment combattre tous ces états de fait qui n'honorent personne. Voilà la vérité. Il n'y a pas quelqu'un dans l'administration pénitentiaire
qui va se glorifier de ces images. Ce n'est pas possible. Mais là où il y a des hommes qui ne prennent pas souvent leurs responsabilités comme il se doit, bien entendu, il y a ces situations fâcheuses et les responsables, rapidement, nous cherchons à les corriger. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement en parlant de correction pour que ça, ce soit un mauvais souvenir? Qu'est-ce que vous faites pour que nos prisons soient, en même temps, respectent les droits de l'homme par rapport à la santé des détenus et aussi pour que vraiment il y ait la sécurité avec S majuscule? Ne vous inquiétez pas. Déjà, on se plaignait du fait que les sanctions, la chaîne des sanctions était très longue et par conséquent inefficace. Et depuis un certain temps, je crois depuis le mois d'octobre, à l'initiative de M. le garde des Sceaux. La sanction des agents. La sanction des agents. Donc, à l'initiative de M. le garde des Sceaux, il y a eu donc un décret qui déroge certaines dispositions en matière disciplinaire du statut général de la fonction publique qui crée ou qui a créé un autre conseil de discipline au niveau des services pénitentiaires. Mais c'est au regard de tout ce dont vous venez de parler que M. le ministre a été amené à faire cela. Et nous nous en réjouissons. Justement, parlant du ministre, récemment, il y a eu des dons en matériel de sécurité, en matériel roulant, à plus d'une trentaine de responsables pénitentiaires. Ça, on sent que ça fait partie, bien sûr, voilà, maintenant, une chose est que le ministre ait une belle vision, tout ça, mais sur le terrain aussi, il va falloir vraiment aussi serrer les vis afin que cette vision-là se transforme en effectivité sur le terrain. Mais c'est de ça que je vous ai parlé tout à l'heure. Nous nous attelons. Nos chefs donnent des instructions que nous sommes tenus de faire respecter. Voilà. Et vous pouvez être rassurés parce que j'ai eu la chance et l'honneur d'être nommé dans ce conseil de discipline. Donc je suis membre du conseil de discipline. Donc à partir d'aujourd'hui, s'il y a une faille au niveau du système carcéral, les yeux seront rivés vers vous. Il n'y a aucun problème, je l'assume. D'accord. Donc vous avez parlé de beaucoup de failles, beaucoup de dysfonctionnements et il y a un problème au niveau de la santé. Il n'y a pas véritablement de système mis en place pour prendre en charge les détenus. L'information qui m'a été donnée, c'est que c'est juste un dispensaire avec des personnes en nombre très insuffisant qui sont là pour prendre soin des détenus malades. Et parfois, ils sont laissés livrer à eux-mêmes, tout ça. S'ils n'ont pas de parents qui ont des moyens assez conséquents, ils se laissent mourir. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, c'est ce qui se dit. Qu'est-ce qui est fait pour la santé des prisonniers, des détenus au quotidien? Au quotidien. Que ce soit au niveau de leur santé préventive, c'est-à-dire la nourriture, le sport, tout ça, qu'est-ce qui est fait? Alors, vous voyez, d'abord, quand un détenu arrive dans un établissement pénitentiaire, après la fouille, il y a une prise en charge médicale qui se fait. Donc, il est vu par le corps médical en service dans l'établissement pénitentiaire. Et les détenus, ils sont libres d'aller prendre des soins dans le centre médical. Seulement, vous voyez, la santé, ce n'est pas le ministère de la Justice qui, à lui seul, pourra gérer les problèmes de santé. Ce sont des problèmes qui sont assez délicats. Il y a des médicaments PSP qui sont donnés. On traite les détenus avec. Je vous ai parlé d'un budget de fonctionnement. Il y a aussi une ligne budgétaire permettant de faire l'achat des médicaments de spécialité dans les officines privées. À vous entendre, on a l'impression que le budget ne suffit pas, honnêtement. Bon, vous savez, chez nous où tout est urgence, le budget n'a jamais suffi. Donc vous aimeriez avoir une hausse du budget. Mais que Dieu vous entende dans ces débuts d'année. Non, c'est pas Dieu. Voilà la caméra. Voilà, la caméra, vous êtes là, vous avez le... Vous êtes, voilà, vous êtes en direct. Voilà. Vous êtes en direct, il n'y a pas de... Après, ne dites pas que la RTI a censuré quoi que ce soit. Vous êtes en direct, c'est en live, là. Donc, vous avez besoin de quoi concrètement? Amélioration de budget, conditions de vie
conditions de vie de vos agents sur le terrain, afin qu'ils ne soient plus trop perméables à certains actes dont on a parlé tout à l'heure, c'est ça? Tout à fait, oui. Un budget conséquent? Oui, un budget conséquent. Il y a combien de maisons d'arrêt en ce moment? 33? Oui, nous sommes autour de 33 établissements. 34 avec Saliakro, la maison de correction de Saliakro, qui est un établissement ouvert. Voilà. Et vous avez l'habitude de vous retrouver avec vos collègues au niveau de la gestion d'établissements. Qu'est-ce qui revient de façon récurrente? Ils ont besoin de quoi? Au-delà des récriminations habituelles de responsables, moyens, un peu plus de moyens, concrètement, vous avez besoin de quoi? Plus de reconnaissance des autorités, plus de soutien technique, psychologique. Dites tout, hein, c'est le moment ou jamais, M. Yahou. Oui, je pense que vous avez raison. La reconnaissance est un facteur très important. Vous savez, l'administration pénitentiaire, tout ce qui est lié à la prison ne porte pas le premier intérêt aux yeux de tout le monde. Donc, on a besoin de nous battre. C'est pour ça que, justement, parlant des travers de nos collaborateurs, nous sommes très touchés, parce que c'est un peu comme la situation des joueurs professionnels africains. Eux, ils ont besoin de beaucoup plus d'efforts pour s'affirmer. Donc nous, l'administration pénitentiaire, je dirais que ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Hein. Ce n'est pas une administration toujours enviée. Et donc nous qui y sommes, nous les acteurs, nous avons donc besoin de redoubler d'efforts pour nous affirmer. Et ça, c'est très important. Ça, je vous remercie de passer. C'est très important. Voilà. On espère que sur l'échiquier international, la Côte d'Ivoire sera classée parmi les meilleurs en matière de traitement des détenus. On va parler de la population. Je pense qu'avec notre ministre actuel, il a des grandes idées. Avec vous? Il veut aller très fort. Avec vous? Vous êtes à la tête du conseil d'administration, vous avez dit? Non, je suis membre du conseil de discipline. Conseil de discipline. Voilà, c'est juste pour... C'est peut-être une prophétie. D'accord. Allez, on va parler de la population pénale. Oui. Comment ça se passe concrètement? On sait que les femmes sont à part. La population carcérale. Les enfants et les femmes, les enfants, les adultes. Ils sont à part. Oui. Donc les femmes, elles sont totalement séparées. Tout à fait. Mais pourquoi les enfants? L'information que j'ai eue, c'est que les enfants et les adultes partagent la même cour. Bon, on ne parlera pas sur ce plateau des enfants, parce que les enfants ne relèvent pas de nous, notre direction. Donc il y a une autre direction qui s'occupe des enfants en difficulté avec la justice. Donc on ne parlera pas des enfants. D'accord. Voilà. Monsieur Yahou, c'est vrai que les prisons, ce sont des endroits de correction pour donner une autre chance aux personnes qui malheureusement y sont. Alors, ça ne va pas non plus être un palace, mais est-ce qu'il y a le minimum vital? Est-ce qu'il y a le minimum vital pour les prisonniers? On a parlé du benzin. Est-ce que tout ça, ça fait partie du décor, de cette nourriture infecte-là qui donne des... Enfin, bref, est-ce qu'au quotidien, est-ce qu'il y a un cuisinier? Est-ce qu'il y a, les repas, c'est organisé de façon... Est-ce que de façon fluide, afin que les prisonniers puissent vraiment, même s'ils sont enfermés, puissent s'épanouir, entre guillemets, quand même? Je pense que... Est-ce que c'est rythmé de la même manière? Puisque vous aimez évoquer les autres pays, est-ce que c'est rythmé de la même manière que d'autres pays où ils ont droit à un moment de sport, un moment d'échange, un moment de formation, un moment de récréation? Mais les détenus dans nos prisons, ils font du sport. Ils font du sport. Dans pratiquement tous les établissements, ils font du sport. Je me rappelle bien, quand nous étions beaucoup plus jeunes, en service à la Maca ici, il y avait le bâtiment C qui était la meilleure équipe. Le premier match que nous avons eu avec le bâtiment C, je crois qu'ils nous ont gagné, je ne sais pas si c'est 6-0, quelque chose comme ça. Donc, il y a des activités qui sont menées. Il y a le sport, vous arrivez au camp pénal. Est-ce qu'il y a des psychologues qui sont à côté des prisonniers, qui viennent? Bon, nous avons des travailleurs sociaux qui sont là. Mais lorsque le besoin se fait sentir, évidemment, ce sont des personnes auxquelles on fait appel. Voilà.
Donc, vous avez parlé de l'alimentation. Il y a un menu qui est donné. Chez nous, par exemple, au camp pénal. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, mardi, au camp pénal? Mardi, en exclusivité sur Matin Bonheur. Oui. Donnez-nous le menu en exclusivité mondiale. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Alors, on va manger du riz avec de la sauce arachide. Voilà. Vous partagez le repas avec les détenus? Oh, il m'arrive de goûter le repas avec les détenus quand même. Parce que, écoutez, ce sont nos semblables. Justement. Les détenus sont nos semblables. Et je l'ai toujours dit, en fait, le détenu, c'est le papa de Paul, c'est l'oncle de Kofi, c'est le cousin de Pierre. Ce n'est pas un extraterrestre, le détenu. C'est un membre de la société qui, à un moment donné de son parcours, bon, a fauté, il va en correction, mais il va revenir dans la société. Vous voyez? Donc, il y a une approche, vraiment, il y a une approche psychologique aussi à avoir. Donc, de temps en temps, vous partagez le repas avec eux. Tout ça, ça participe aussi de cette approche. Bien sûr, ça les encourage. Par exemple, les messes. Quand je peux, les dimanches, je fais les messes avec les détenus. Donc ça, tout ça, c'est important. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a des activités, des activités à l'intérieur qui permettent à certains détenus de se faire de l'argent? Bon, au camp pénal, par exemple, nous avons un petit groupe de tailleurs et il y a ceux qui font les paniers. Hein? Et ça, c'est une vieille activité du camp pénal. Hein? Bon, donc nous n'avons fait que pérenniser la chose. D'accord. Donc ça existe, vous arrivez, vous trouverez. On aurait voulu un peu plus, mais comme je l'ai dit, dans aucun pays, les prisons n'ont été aux premières loges des préoccupations des gouvernants, parce qu'il y a d'autres priorités. Bon, pour le moment, on sait s'en contenter de ce qui est mis à notre disposition. Voilà. Et vous avez parlé des paniers, les gains sont pour qui? Pour le détenu ou pour l'administration? Moi, quand je suis arrivé au camp pénal, j'ai mis de l'argent, j'ai dit vous le faites avec les travailleurs sociaux pour gérer cet aspect des choses. Voilà. Alors, pendant les fêtes, parlons de menu, pour être un peu cool, quoi. Pendant les fêtes, est-ce qu'il y a des repas, par exemple? Est-ce qu'on peut avoir du poulet frites, par exemple, le 31 décembre? Ou bien, voilà. Ou bien c'est le 31 décembre aussi, c'est toujours du riz. Du riz et écoutez, l'année dernière, on a mangé quand même du poulet au camp pénal. Et c'est un exploit? Non, pas un exploit. Si les moyens nous sont donnés, il n'y a aucun problème, on le fait. Voilà. Sauf qu'on a eu à parler du problème de la surpopulation carcérale. Et il y a eu, par rapport aux effectifs des autres établissements, en moins de 2 mois, au niveau du camp pénal, nous avons eu beaucoup de transférés dans notre établissement. Donc ça nous a quelque peu fragilisé. On avait voulu faire ce qui était fait les années dernières, mais bon, ça c'est possible. Monsieur Yao, une dernière préoccupation, oui. La circulation d'armes en milieu carcéral. Des armes circulent en prison et c'est de façon récurrente qu'on en entend parler. Est-ce que ça relève du mythe ou de la réalité carcérale? Mythe, c'est trop dit. Mais réalité, puisque je n'en ai pas encore vu. De toute votre carrière, Mais quel genre d'armes? Parce qu'il y a des armes pour le service. Des armes blanches, des armes automatiques. Des armes, Non. Si vous me parlez d'armes blanches, vous savez, le détenu, je ne sais pas si vous pouvez trouver plus ingénieux que le détenu. Hein. À partir de tout, il peut fabriquer une arme blanche. Mais une arme à feu, ça, je reste un peu réservé là-dessus. Même des armes à feu. Vous n'avez jamais... Lorsqu'il a fallu, concrètement, hein, tout le monde le sait, M. Yao, quand même, nous sommes en Côte d'Ivoire, il y a les réseaux sociaux. Lorsqu'il a fallu déloger la personne que vous avez citée tout à l'heure, la personne avait des armes. Donc, ce n'est pas venu comme ça, comme par enchantement. Je vous ai dit tout à l'heure que... Il y a eu un véritable combat là-bas, à la Maca, pour que cette personne puisse être, voilà, finalement, n'est plus là. Franchement, donc, les armes sont arrivées comment? Je suis d'accord avec vous. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il y a eu des dysfonctionnements au niveau de nos services. Nous avons des agents dont nous en sommes très conscients qu'il faut encore redoubler d'efforts pour les mettre
au niveau. Non, vous, à votre niveau, vous n'avez pas fauté, hein, c'est les autres. C'est les agents, c'est les agents. Non, pas forcément. Nous sommes responsables de tout ce qui se passe dans notre établissement. Nous avons certainement manqué de vigilance. Voilà. On ne va pas comme ça s'asseoir sur un plateau de télévision donc en tant que responsable. Hein? Alors, ça peut arriver par manque de vigilance. Oui, vous savez, si vous avez un grand établissement, même si vous avez un petit, vous ne pouvez pas tout contrôler. En tout vous cas, faites ce que vous pouvez. Merci beaucoup à vous, Monsieur Patrice Yao. Je rappelle que vous êtes administrateur des services pénitentiaires et régisseur du camp pénal de Boaké. Et c'était vous l'invité de la thématique aujourd'hui. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire et à redire sur notre système carcéral, mais bon courage. Merci beaucoup. Merci. Oui. C'est fini. C'est fini. Merci beaucoup. Merci à tous nos téléspectateurs. À demain. Merci. Attendez.